Je ne sais pas quel a été le déclic chez mon grand-père de faire de la photo. À la fin du 19e, dans les années 1895 à 1900, c'est une pratique qui s'est installée, mais qui est encore mouvante. Il y a eu une époque où la photo représentait un objet de luxe. On fixait sur le papier des images, entre guillemets, des grands moments de la vie. Si on reprend un peu l'histoire du studio et des lieux, Eugène Odeline crée le... Tu as des infos sur sa formation à lui Ça a été un apprentissage par, je dirais, un amour, entre guillemets, de l'art. Il n'y avait pas de photographe dans la famille avant? Non, aucun photographe. Jeune et apprenti, bon, il découvre la photo et il se fait embaucher à Rouen chez un photographe. Assez rapidement, son patron lui prête de quoi s'installer, c'est-à-dire une chambre et quelques plaques. Donc il s'installe à Elbeuf. À l'époque, au pied du pont de Fer, ce qui est au pied du pont Jean Jaurès actuellement, il trouvait que Elbeuf offrait un potentiel plus important à son activité. Tout de suite, il a fait de la publicité sur son installation, sur possibilité de gagner des portraits, son ouverture le dimanche, etc. Bon, il y avait une forme de dynamisme commercial pour une pratique qui était purement artisanale. Il va exercer donc en fin 1904 jusqu'en 1912, mais c'était de la photographie à l'époque sans électricité. C'était sous les toits, éclairé uniquement par une verrière. Et y compris les tirages, il n'y avait pas d'électricité. Et alors après la rue de Paris, donc il s'installe plus définitivement à Elbeuf. Quand il vient rue de la Barrière, il fait faire une verrière pour travailler au maximum, au niveau au moins de la prise de vue, avec la lumière du jour. Mais pour ce qui était du tirage et des agrandissements, parce qu'il aura un des premiers agrandisseurs verticaux, il utilisera l'électricité. Ça avait été le premier magasin à avoir l'électricité rue de la Barrière. Le studio a été vu très grand dès le départ, puisqu'on retrouve des photos de groupe où il peut y avoir 40 personnes, donc avec un recul suffisant, alors qu'il n'y avait pas de grand angle à l'époque, mais des focales soit standards, soit des focales à portrait. Ton grand-père avait raison, en s'installant à Elbeuf, l'affaire a été relativement florissante, visiblement. Oui, et aussi en étant le premier photographe à s'installer rue de la Barrière, qui est devenue rue des Martyrs. Il avait cette conviction qu'il y avait dans Elbeuf une seule rue commerçante, en gros, donc il fallait être là. Quitte à sans doute s'endetter un peu, mais il fallait accepter de payer plus cher pour avoir le chaland. Les différentes transformations donc, dans ce lieu de la rue de la Barrière, tu en as notion Ce qui va se transformer au fil du temps, j'irai notamment après sa mort en 1936, ce sera de développer l'activité purement commerciale, c'est-à-dire de surface sensible, de matériel photo, qui se refusait lui complètement à faire. Ça aurait été déchoir pour un photographe de sa génération de vendre des pellicules et des appareils photo. Alors que ma mère va développer cette activité, je pense, dès avant la guerre de 39-45. Ça va nécessiter une transformation, si on peut dire, structurelle d'orientation du magasin. À partir de ce temps, il y aura deux vitrines. Une vitrine purement portrait et une vitrine matérielle. Tes parents, ils reprennent, eux, à partir de... Mon grand-père déclinant un peu des suites de la guerre de 1914 où il avait été blessé. Ma mère, je dirais vers l'âge de 20 ans, donc dès les années 27, après une période d'apprentissage à Paris, va
va redonner un souffle peut-être nouveau à l'activité. Maman s'était un peu spécialisée dans les pastels, c'est quoi exactement les... Avant que la photo couleur se démocratise, entre guillemets, ma mère qui avait eu une formation de pastelliste a très très vite, on disait colorer ou pastelliser des photos. Elle faisait des tirages, on pourrait dire haïkais, c'est-à-dire très pâles, et produisait des pastels, en général en grand format, parce que c'était quand même un certain temps de travail et donc un coût élevé. C'était la possibilité d'obtenir une photo couleur, mais si je puis dire, avec un portrait à la fois artificialisé mais unique, et sans passer par un film couleur qui, avant la guerre, en studio, se pratiquait pas du tout. Elle a fait une formation en école d'art ou... Elle est allée chez, alors j'ai plus les noms, mais chez différents photographes parisiens. Je pense par exemple qu'elle a fréquenté le studio Harcourt. Mais c'est essentiellement auprès de l'école de Berthe Mouchel qu'elle a acquis et développé, je dirais, sa pratique du dessin et du pastel notamment. Combien de prises de vue, par exemple, étaient faites pour un portrait, voilà, type pastel? On faisait souvent 3 prises de vue différentes, et à partir desquelles on tirait ce qu'on appelait des épreuves, que j'ai encore connu tirer à la lumière solaire dans la cour, entre guillemets. Et les clients choisissaient parmi ces 3 épreuves le tirage définitif qu'ils souhaitaient. Que demandaient les clients? Ce qui représentait le plus gros de l'activité, c'est la photo dite d'identité, bien avant d'ailleurs que la carte d'identité existe et soit obligatoire, mais qui était une photo qui pouvait se répéter au fil des jours ou des années de façon plus fréquente que celle du baptême, de la communion, du mariage, voire du lit de mort. Pour les portraits, on passait plus au format 13-18. Les clients choisissaient dans un album de modèles ce qu'ils souhaitaient, en pied, en buste, en plan américain, on dirait aujourd'hui, pour certains, voire grosse tête, pourquoi pas. Par exemple, les mariages étaient la plupart du temps en pied, avec les fleurs disposées devant, la traîne ramenée devant. Alors, les mosaïques, ça c'est... Moi, j'ai connu beaucoup cette pratique pour les enfants. C'était la possibilité de remettre sur un même tirage des portraits différents. Quand il y avait 4, 5, 6 enfants dans une famille, chaque enfant était pris séparément. À ce moment-là, le client pouvait choisir ce qui lui plaisait le mieux comme portrait de chacun de ses enfants, et ils étaient réassemblés sur un fond blanc. On s'astreignait à faire les portraits de la même taille, et ils pouvaient être montés. Il y avait une tireuse contact sur laquelle on assemblait les portraits avec un système de dégradé, de lampes à variateur, pour faire un tirage en mosaïque. Et tout ça, ça a nécessité beaucoup de changements au niveau du choix d'appareils, d'objectifs Peu. En fait, la dernière chambre qu'a eu mon grand-père en studio, c'est une chambre que j'ai toujours et que j'ai utilisée quasiment, je crois, jusqu'au début des années 80. Et cette chambre, on l'équipait en studio, on utilisait quasiment 2 objectifs seulement. J'irais un objectif Air Magis à portrait de fin du 19e siècle, qui avait la particularité d'avoir une mise au point centrale, mais de partir légèrement en flou sur les contours. Et on utilisait une focale standard pour les poses en pied. De mémoire, c'était un Berthiaud. Dans les années 50, la chambre était encore équipée d'un système d'obturateur qui se manipulait avec une poire. C'était un soufflet en cylindrique, donnant des temps de pause lents du type 10e, 20e de seconde. Et après, on est passé à des systèmes d'obturation compound à lamelles qu'on fixait au-devant des mêmes objectifs. À quel moment on abandonne la plaque de verre? Je pense plutôt la première moitié des années 50, peut-être avant 55. D'accord. Donc là, ta mère passe sur les supports souples, celluloïdes. Ouais.
La manipulation est quand même un peu plus simplifiée. Le poids aussi. Le passage à la couleur, donc. En studio, ma mère en fera très très peu. Avec des arguments qui étaient, de toute façon, la couleur, ça tient pas, vous mettez votre photo au mur, dans un an, elle sera délavée, puis dans 10 ans, vous n'aurez plus rien. Alors que le noir et blanc qu'on fait, vos petits-enfants l'auront encore. Ce qui n'est pas complètement faux. Donc à l'époque de ta mère, c'était organisé comment le studio? Il y avait au moins 2 salariés, en plus de ma mère et de ma grand-mère. Ma mère faisait toute la prise de vue studio, sauf les identités, c'était partagé. Et quand ma mère s'est mariée en 1936, mon père a repris l'activité, entre guillemets, amateur. À savoir de développer toutes les pellicules et de faire les tirages essentiellement contact. J'ai des souvenirs de retour de vacances dans les années 60 encore, où il y avait 100 pellicules à développer, à tirer, quoi. La photographie amateur a transformé, je pense, le rôle du photographe. Et tu dis donc que l'activité de ton père concernait plus l'amateur. L'amateur et la prise de vue industrielle. Rhône-Poulenc, les industries du textile encore existantes, etc. La majorité des photos qui sont présentes sont des photos qui ont été réalisées par ta mère. Ma mère, en fait, a exercé réellement plus de 50 ans. Mon grand-père est arrivé en 4, il est parti à la guerre 4 ans et demi, 5 ans. Il est mort en 36, mais les dernières années, il était très affaibli. Donc en gros, il a travaillé 25 ans. Ma mère a exercé en fait plus du double de temps de son père. Et je dirais peut-être dans la période la plus prospère, entre guillemets, ce qui fait que la plus grande masse des archives lui sont redevables, si on peut dire. Sur la question comment apprécier, si on peut dire, le fond photographique aujourd'hui, je le considère à la fois comme une forme de richesse en tant que source d'information sur une ville dont l'activité s'est complètement transformée sur cette phase de temps. C'est vrai qu'à partir de ce type d'archives, on peut approcher des aspects d'une forme de sociologie. Si on prend simplement la vêture, comment on se faisait prendre en photo d'identité en 1910 et en 1960-80, c'est à la fois plus le même usage, c'est plus la même peut-être le même regard face à l'objectif. Remettre le nez dans toutes ces plaques, qu'est-ce que... Ah, ça, c'est un questionnement. Et si on se souvient que l'imago, c'était le masque mortuaire chez les Romains, et qui était une trace matérielle de celui qui venait de passer de vie à trépas, la photo est en quelque sorte, à ce sens-là, bien un imago, une approche philosophique du sens de la vie et de la mort.